Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Actus F1 de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire pour avoir toutes les news sur la Formule 1 et ce week-end c'est le retour du Grand Prix d'Australie, ça fait super plaisir, 3 ans que l'on n'avait pas eu de course à Melbourne, le retour aussi des Grands Prix matinaux où on doit mettre le réveil, honnêtement on se régale ce week-end, on en parle tout de suite. Et pour son retour, l'Albert Park s'est refait une beauté avec pour objectif de faciliter les dépassements et d'avoir plus d'action en piste. C'est vrai que on était content de se lever le matin pour voir le Grand Prix d'Australie, mais c'était quand même une course où il n'y avait pas beaucoup de dépassements. Alors souvent ça allait parce que c'était le retour de la Formule 1, la manche d'ouverture, mais là en tant que troisième Grand Prix, ils ont voulu proposer quelque chose de nouveau et donc on a supprimé quelques enchaînements, on a élargi certains virages afin de faciliter les dépassements, d'offrir plus d'opportunités de se doubler et notamment ça la passe par l'ajout d'une quatrième zone de DRS, une première dans l'histoire de la Formule 1. Ça a été annoncé ce jeudi, ça a été confirmé dans la principale portion qui a été refaite tout simplement. Avant on arrivait avec un gros freinage puis une réaccélération en courbe, enfin c'était un endroit où il était surtout difficile de suivre, il y avait assez rarement des dépassements. Là maintenant on a mis une grosse ligne droite, bon alors c'est plutôt une portion très rapide où ça passe à fond parce que c'est pas vraiment très droit et on y a ajouté une zone de DRS qui a finalement été supprimée juste avant les qualifications pour des raisons de sécurité. C'est vrai que déjà de base c'était très difficile d'aller doubler à cet endroit là parce qu'on arrivait sur le virage 9 qui est ce fameux pif-paf, le gauche-droite, le 9 et 10 qui est très compliqué à prendre, qui va extrêmement vite et c'est pas vraiment une zone où vous êtes censé aller doubler ou alors vous devez faire le dépassement avant, mais c'est clair qu'une zone DRS à cet endroit là c'était dangereux. Ils ont finalement choisi de l'enlever, on en a quand même encore 3 donc c'est déjà pas mal sachant qu'il n'y a que 2 zones de détection. La détection du DRS ça pourrait avoir un vrai rôle dans ce Grand Prix à Melbourne puisque même si pour la deuxième zone DRS donc ça a dû être modifié, pour la première la détection se fait pour les 2 lignes droites, donc c'est à dire que vous le récupérez pour la ligne droite des stands, vous pouvez faire votre dépassement et ensuite vous défendre sur celle d'après ou alors attendre, se rapprocher dans la première ligne droite et doubler dans la deuxième. Donc clairement ça risque d'être un gros avantage le DRS ce week-end. Les pilotes ont donc dû se familiariser avec ce nouveau circuit à Melbourne. On a dans un premier temps en FP1 vu beaucoup d'erreurs au virage 3 avec beaucoup de blocage de roue, beaucoup de pilotes qui sont allés au large, dans le bac à gravier, etc. Puis ensuite au virage 11 qui a été extrêmement piégeux et notamment en qualification on a vu de nombreuses erreurs. Je pense notamment à George Russell qui est allé au large, mais on a vu aussi des pilotes mettre une roue dans l'herbe, aller tout simplement trop loin comme Yuki Tsunoda. Donc clairement un virage qui est très compliqué à négocier, des voitures qui en ont fait les frais. C'était notamment le cas de Lance Stroll en essai libre. Clairement on a eu des séances d'essai libre très compliquées, il a fallu les appréhender et il y a eu du crash. Lance Stroll donc est parti à la faute dans le nouveau virage 11, très compliqué à négocier puisqu'avant c'était arrondi, ça tournait. Là maintenant vous avez un virage en forme de pointe donc c'est encore plus complexe à prendre, ça devrait faciliter les dépassements en course mais clairement difficile d'appréhender cet endroit. Dès la FP1 on avait eu des premières erreurs aussi avec Charles Leclerc qui était allé au large dans le premier virage, image assez impressionnante, mais ce qui a surtout marqué ce sont les 2 Aston Martin qui ont tapé dans la 3e séance d'essai libre. Sébastien Vettel dans un premier temps justement en sortie du pif-paf dont je vous parlais et Lance Stroll comme je vous le disais dans le virage suivant, très compliqué donc pour les Aston Martin. Déjà qu'elles vont pas très vite, si en plus il y a des accidents ça les aide pas. Beaucoup d'erreurs et donc de la pression mise sur les pilotes pour ne pas partir à la faute avant la séance de qualification et pourtant il y a eu du crash dès la Q1, accrochage entre les 2 Canadiens Nicolas Latifi et Lance Stroll, incompréhension entre les deux, assez incompréhensible d'ailleurs pour nous aussi. Nicolas Latifi qui laisse d'abord passer Lance Stroll qui le passe mais qui finalement n'était pas sur un tour rapide, Latifi réaccélère pour le doubler et Lance Stroll qui le voit pas, qui lui tourne dessus, gros accrochage, clairement un accident vraiment bizarre, vraiment dommage, ça fait des gros dégâts, on n'en avait pas besoin. Déjà qu'Aston avait réussi à réparer la voiture de Stroll pour la qualification, là en plus ça met Williams aussi en difficulté, donc clairement vraiment pas du tout nécessaire. Ça a toutefois permis à Sébastien Vettel du coup de participer à la Q1, mais bon voilà, il n'avait que 2 minutes, un tour de sortie très compliqué à faire. Vettel n'a malheureusement pas pu sortir de la Q1, il est 18ème sur cette grille de départ, mais on peut saluer un très bel effort des mécanos Aston Martin pour réparer sa monoplace. Et puis une écurie qu'on attendait beaucoup après des essais libres plus que réussis, c'était Alpine qui était en très grande forme et ça se confirmait puisque Fernando Alonso était en avance sur le meilleur temps provisoire de Charles Leclerc. Peut-être se battait-il pour la pole, en tout cas il se battait pour des très bonnes positions et puis en arrivant à ce fameux virage 11,
Problème de fiabilité, le système hydraulique apparemment qui lâche. En tout cas, on entend que le moteur se coupe, Alonso qui la perd, qui va taper. C'est pas du tout de sa faute, hein. L'accident c'est un problème de fiabilité, encore un problème de fiabilité malheureusement pour Alpine. Déjà qu'on arrivait avec un 3e moteur pour Alonso ce week-end. Ils savaient qu'ils avaient poussé la performance et qu'il y aurait des problèmes de fiabilité cette saison, mais ils en souffrent déjà pas mal et il y aura de la pénalité pour Alpine. Finalement, celui qui tire les marrons du feu, c'est Charles Leclerc, sa 2e pole position, la première pole de Ferrari en Australie depuis 2007. On met fin à une série de 6 poles consécutives pour Lewis Hamilton sur l'Albert Park. Qualification également très compliquée pour Mercedes, même si au final on est 5 et 6 sur la grille, c'est pas si mal, mais clairement on était loin en grosse difficulté. On se retrouve notamment derrière la McLaren de Lando Norris, très belle performance des McLaren qui sont de retour dans le rythme et qui confirment que juste le Moyen-Orient ça leur allait pas, ou alors ça va peut-être juste bien ce week-end. En tout cas McLaren qui a un début de saison très compliqué à lire, on va voir comment ça va évoluer. Elles sont 4e et 7e sur cette grille de départ, les deux McLaren. Dommage que Ricciardo n'ait pas pu améliorer, tout comme Carlos Sainz qui a subi le drapeau rouge provoqué par son compatriote Fernando Alonso alors qu'il était en avance sur le meilleur temps provisoire de Charles Leclerc. Il n'a pas pu réaliser de chrono et derrière il s'est loupé dans le 3e secteur sur son unique tentative. Grosse déception pour Carlos Sainz, on part 9e sur un circuit où il est difficile de dépasser. Ça va être très compliqué de se battre avec les Red Bull 2e et 3e sur cette grille de départ et qui sont donc à 2 contre 1 contre Charles Leclerc. Le départ va être primordial demain. On surveille malgré tout Sergio Pérez qui est sous enquête pour ne pas avoir ralenti sous drapeau jaune. S'il prend une pénalité, ce serait vraiment dommage parce que c'était à un moment où il n'était pas nécessaire de faire cela. La déception ensuite, elle vient forcément des Alpines, seulement 8e et 10e sur cette grille. Alors c'est pas mal 8e et 10e, même si on attend de voir si Alonso pourra bien partir en 10e place, il n'y aura pas de pénalité dès ce Grand Prix. On va espérer que ça attende encore un petit peu pour Alpine, mais malheureusement on en attendait plus. Elles étaient capables d'être même devant les McLaren. Donc, franchement, 4e et 5e, ça m'aurait même pas tellement surpris. Bon alors, on va dire que du coup Sainz aurait fait un meilleur chrono, mais en tout cas monopoliser la 3e ligne, il y avait peut-être moyen. Alonso était en plus vraiment en forme, alors que Ocon c'était peut-être un petit peu plus compliqué, mais voilà, grosse déception pour le taureau des Asturies. Derrière, Pierre Gasly est 11e, il n'y avait pas vraiment mieux à faire devant l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas, AlphaTauri, Alfa Romeo, AlphaTauri, Alfa Romeo. Derrière on a Tsunoda et Guan Yu Zhou. Mick Schumacher est 15e. Compliqué pour les As également ce week-end. Albon manque de très peu la Q2 et il a eu un problème de fiabilité dans son tour de décélération après la Q1. Donc on va surveiller de voir si tout se passe bien pour le pilote thaïlandais. Vous avez toutes les clés de ce début de week-end en Australie. Je vous propose maintenant de voir les autres news à côté en attendant le Grand Prix. 300 à l'heure, on va aller plus vite sur le reste des actus F1 de cette semaine et pour aller déjà corroborer un petit peu les résultats qu'on a eu ce week-end, Red Bull était pas si loin de Ferrari. On a même cru à un moment qu'ils étaient vraiment capables d'aller chercher cette pole position. Sur le dernier tour, Leclerc met pas loin de 3 dixièmes à Verstappen, mais ils sont vraiment dans un bon rythme alors qu'on pensait que ce serait un circuit un peu plus favorable à Ferrari, même s'il a évolué un peu en leur faveur tout ça. Le plus important en tout cas, c'est que Red Bull a apporté des améliorations ce week-end qui semblent fonctionner. Gros rythme de développement en ce début de saison chez Red Bull, ça a l'air de plutôt bien marcher, on a l'air de comprendre cette voiture qui est bien née. Sergio Pérez est très à l'aise dedans, il est pas très loin de Max Verstappen, donc honnêtement, les voyants sont plutôt au vert pour Red Bull, tandis que Ferrari n'apporte pas d'amélioration. Eux ont une voiture bien née qu'ils cherchent à bien régler pour l'instant pour chaque Grand Prix et ne veulent pas se louper dans le développement. Ce serait vraiment dommage vu la base de laquelle ils partent. En tout cas, on a deux équipes qui sont clairement très bien parties dans cette saison. C'est l'inverse de Mercedes qui, elle, ne comprend pas les problèmes qu'elle a. Toto Wolff le disait encore aujourd'hui. Pour apporter des améliorations, il faudrait déjà qu'on comprenne où est-ce que ça ne marche pas, et donc ce fameux aileron arrière à faible appui dont on parlait, qui devait peut-être arriver ce week-end à Melbourne, eh bien n'est pas là. Pas d'évolution sur la Mercedes, ce sera peut-être à Imola ou à Miami, mais on cherche d'abord à comprendre pour ensuite travailler. Toto Wolff dit que pour l'instant les Grands Prix sont des séances d'essai grandeur nature parce qu'ils n'ont pas d'autres séances d'essai au-delà, et donc il faut essayer pour l'instant de comprendre les problèmes pour les résoudre. On reste chez Red Bull avec le dernier Grand Prix en fonction de Guillaume Roquelin, l'ingénieur de Sébastien Vettel lors de ses 4 titres de champion du monde, qui avait notamment été connu par ses fameux box. Il était devenu au départ de l'Allemand en 2015 directeur de l'ingénierie en piste. Il ne quitte pas l'écurie autrichienne mais va désormais s'occuper du programme jeune pilote de Red Bull et ne sera donc plus sur place à chaque Grand Prix. C'était un personnage important du paddock F1 et notamment côté français. De la réussite forcément, puisqu'il a été donc quadruple champion du monde avec Sébastien Vettel et donc il prend un peu de recul.
A noter qu'il n'y aura pas de remplacement humain, on va pas aller rajouter quelqu'un à sa place, c'est Giampiero Lambiadze, donc l'ingénieur de piste de Max Verstappen, qui récupère un petit peu les fonctions de Guillaume Roquelin, qui élargit donc son champ d'action, mais qui va continuer à côté d'être ingénieur de piste de Max Verstappen. On peut aussi y voir là un petit peu de réduction des coûts du côté de chez Red Bull, avec toujours ce fameux budget capé depuis l'année dernière. La bonne nouvelle de cette semaine, c'est que le groupe Volkswagen a donné son feu vert à Audi et Porsche pour se pencher vraiment sur la Formule 1, pour commencer à étudier leur programme afin d'arriver en tant que motoriste en 2026. Et en plus, les deux, alors qu'ils font partie du même groupe, pourraient arriver la même saison, donc cette année-là, avec deux moteurs peut-être différents. On verra comment ils travailleront ensemble. Bon, là, ça reste encore très hypothétique. Pour l'instant, on parle de discussion. Alors Porsche, c'est côté Red Bull. A priori, on est en train de bosser ensemble pour s'associer avec la nouvelle entité Red Bull Powertrains qui a été créée cette année, ou plutôt l'année dernière. Et côté Audi, on voulait s'associer avec McLaren, on voulait même racheter McLaren, mais ça a l'air compliqué. Zak Brown ne veut forcément pas céder l'équipe, et donc du coup, on est en train d'avoir des discussions avec Sauber. À noter qu'apparemment, il y aurait peut-être aussi un intérêt d'Aston Martin. On va surveiller ça avec la plus grande attention. En tout cas, si deux motoristes en plus arrivaient en 2026, ce serait une formidable nouvelle. La semaine dernière, je vous parlais de Las Vegas qui arriverait en 2023 en Formule 1, mais pour du plus concret, il y a Miami dans moins d'un mois en Formule 1, et c'est un circuit qui sera clairement là aussi un événement. On veut faire du show, peut-être même encore plus que de l'action en piste. On l'a vu notamment avec une vidéo de présentation du circuit. Déjà, il y a plus de tribunes que de virages, des salons VIP de partout. Ils ont créé une piscine où ils vont ramener des yachts à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va spécialement ramener des yachts à cet endroit-là pour cela. Ce sera clairement un très grand show autour du Hard Rock Stadium. Maintenant, est-ce que ce sera un bon Grand Prix de Formule 1 ? On va lui laisser sa chance, mais il faut pas non plus que le spectacle prenne trop le dessus sur le sportif. Ce Grand Prix de Miami sera diffusé sur Canal+, comme tous les autres, comme Las Vegas l'année prochaine, et comme énormément de Grands Prix à venir, puisque Maxime Saada, directeur du groupe Canal, a annoncé qu'ils ont prolongé avec la F1 jusqu'en 2029, c'est-à-dire que Canal+ sera le diffuseur unique de notre sport en France jusqu'à la fin de la décennie. Les nouveaux directeurs de course qui réaffirment l'interdiction de porter des bijoux en course. Ça fait de nombreuses années que c'est déjà en place, mais on avait vu une plus grande souplesse auparavant. Cette nouvelle direction qui se veut stricte, qui veut être respectée surtout, remet ses règles en place, et donc pas de bijoux portés, alors qu'on en avait vu de nombreux, notamment des boucles d'oreilles chez les pilotes, même des montres pour les sponsors. On avait vu notamment ça du côté de Charles Leclerc. Et c'est bien d'avoir un petit peu de fermeté, en tout cas que les règles soient respectées, surtout c'est ça le plus important, c'est que s'il y a des règles, que la direction de course ait les moyens de les appliquer. On continue ensuite avec justement un petit peu de fermeté, puisque Sébastien Vettel a reçu une amende de 5000 € pour son petit tour en scooter. Je ne sais pas si vous avez vu l'image qui était très sympa à voir. C'est qu'après l'incendie de son moteur en FP1, Sébastien Vettel s'est rendu sur la piste avec le scooter qui devait le ramener dans le paddock, mais normalement on est censé passer par l'intérieur du circuit. Lui est passé sur la piste, est allé saluer les fans. Bon, c'était une image un petit peu sympa, mais c'est vrai que c'est pas autorisé, et donc pénalité pour le pilote allemand. Voilà donc pour les news de cette semaine. Depuis 1996, le Grand Prix d'Australie a lieu sur l'Albert Park, et une édition a particulièrement attiré mon attention. Je vous ramène en 2008, Kimi Raikkonen est champion du monde en titre, les deux McLaren d'Alonso et Hamilton viennent de louper le titre, chacun à 1 point du Finlandais. Et on est donc à l'ouverture d'une toute nouvelle saison qui s'annonce pleine de promesses. Et effectivement, ce premier Grand Prix va largement tenir ses promesses avec 8 voitures classées à l'arrivée. Et même d'ailleurs, le classement évoluera après la course. Un Grand Prix complètement fou. Accrochage au départ, accrochage Massa-Coulthard, accrochage Nakajima-Kubica sous safety car. Des incidents complètement fous, comme par exemple Heikki Kovalainen qui se débarrasse d'une Renault puis qui active le pit limiter en ligne droite en voulant enlever un tir-off. De nombreux événements complètement rocambolesques. Les deux Ferrari qui abandonnent également sur problème mécanique. Sébastien Bourdet qui doit abandonner lui aussi avec un moteur Ferrari à 2 tours de l'arrivée alors qu'il se trouvait en 4e position. Un Grand Prix avec énormément d'incidents, et à l'arrivée seulement 8 voitures. Comme je vous le disais, la victoire revient à Lewis
Hamilton. C'est la 5e de sa carrière, il devance Nick Heidfeld, espoir montant de la Formule 1 à ce moment-là, qui malheureusement disparaîtra un petit peu plus tard. Et c'est aussi le premier podium de Nico Rosberg, et les deux amis célèbrent ça très bruyamment dans la chambre, la cool room, le moment où on attend de monter sur le podium. Image très très sympa et qui nous fait sourire forcément quand on pense à ce qu'il s'est passé entre les deux par la suite. Mais voilà, pour le premier podium de Nico Rosberg, monté dessus avec en plus une victoire de son ami d'enfance, ça devait être un moment extrêmement particulier. À noter que parmi les 8 voitures qui sont classées, on a Kimi Raikkonen qui abandonne sur problème mécanique, donc on descend déjà à 7, problème moteur plus précisément, problème de transmission pour Sébastien Bourdet, on descend à 6, et Rubens Barrichello sera disqualifié après la course puisqu'il est ressorti des stands alors qu'il y avait un feu rouge. Donc on n'a que 5 voitures qui sont vraiment arrivées et qui sont classées au final. Grand Prix complètement dingue et qui signait le début d'une saison complètement folle. Je vous invite très fortement à aller voir la vidéo de Formule Blabla sur cette saison 2008 qui était complètement dingue. Honnêtement, on aura l'occasion d'en reparler. C'est une saison où là aussi ça s'est joué jusque dans le dernier virage du dernier tour de la dernière course du championnat. Une saison complètement folle, donc avec déjà une manche d'ouverture qui laissait entrevoir de nombreuses promesses. Hey, wake your ass up. Let's go. It's race time. Le programme de cette semaine, et on a un dimanche chargé en sport mécanique du matin jusqu'au soir puisque le Grand Prix d'Australie commence à 7h, la grille dès 6h sur Canal+, bien évidemment. On va suivre avec grande attention donc cette course et jusqu'au soir puisqu'à 20h vous avez le Grand Prix des Amériques en MotoGP. Là aussi la saison qui continue d'avancer en espérant bien sûr une première victoire française. Voilà, sur ce, écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être notifié forcément des prochaines et des prochains streams. On reviendra forcément pour le Grand Prix d'Imola. D'ici là, eh ben, écoutez, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.